alright. Ooh, baby, just hold tight. We're up at the moonlight, believe in the magic. On side, we'll make it feel just right. Just look at that bright light, believe in the magic. And we can save you from your past. This bond is always gonna last. When nothing else makes sense, just dance. What you gonna do? We're doing it all. The feeling is so. Baby, you got me. Believe in the magic. We're doing it all. The feeling is so. Baby, you got me. Believe in the magic. Baby, you got me. Slow ride, just you in that baseline. We're way past sunshine. Believe in the magic. Alright, step into the moonlight. Get into that good time. Believe in the magic. And we can save you from your past. This bond is always gonna last. When nothing else makes sense, just dance. Yeah. What you gonna do? We're doing it all. The feeling is so. Baby, you got me. Believe in the magic. We're doing it all. The feeling is so. Baby, you got me. Believe in the magic. Baby, you got me. Baby, you got me. We're doing it all. The feeling is so. Baby, you got me. We're doing it all. The feeling is so. Baby, you got me. Believe in the magic. We're doing it all. The feeling is so. Baby, you got me. Believe in the magic. We're doing it all. The feeling is so. Baby, you got me. Believe in the magic. We're doing it all. The feeling is so. Baby, you got me. Believe in the magic. I believe it. Baby, you got me. Believe in the magic. Yeah. Baby, you got me. Believe in the magic. We were going to probably come over here to Europe, so we went to various sites that were under consideration. I remember coming here, and we took a helicopter ride from near the city and flew out here and looked down on what was just agriculture. There were beans and various crops growing out here, and we landed, and I remember they had an X, and they said, "This is where the castle is going to be." You know, and it was so hard to visualize that. the challenge that I felt at the start is,
I've been involved with projects at Disneyland in California and Florida, Epcot primarily, and we were building in an area in America where culture is not a really big thing. And how many of you have actually gone downtown in Orlando or gone downtown to Anaheim? The cities are, nondescript. Whereas coming here to Europe, and specifically to Paris, you had this city that was world-renowned culturally and artistically and all of these other aspects. And so how is Disney going to fit with something so extraordinary as this destination in the world's mind, I think. So it was both a challenge and daunting. It was very frightening to think about what will play well and what do we need to really think about. So one of our primary goals at the beginning was that the detail level in this park had to be different from what you'd see in Paris, but compatible in terms of the level of expectation that you'd find if you were shopping or visiting the museums and so forth. The Disney culture, the Magic Kingdom as a park, predominantly was developed 30 years ago and will be brought to France intact. It will be different in that it will take not only advantage of, but have respect for the French culture.
C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'ouvrage, mais ça vaut la peine. Put your own piece in Disneyland. Una cosa molto magica, qua tutto c'est una cosa da scoprire. Pour moi, la chose principale, je crois que la magie vient quand il s'ouvrira. Es ist wahnsinnig interessant. Es ist hier so ein Gemisch von Leuten hier von verschiedenen Ländern. Perché le fai subito. Ding, a little sparkle goes over everything. And that's what we're doing, we're putting a little sparkle in it, just like the Disney films. You know, when I think of the men and women who've built this park, the first thing I think of is quality. A lot of people today believe that pride in one's job has literally disappeared. But the artists and the workers and the craftsmen of Euro Disney prove that it's very much alive and well all over Europe. Je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert. And I think of Disneyland Paris as the most beautiful park that we've ever done, and the detail level, I think, is extraordinary. And as you walk around the park today, think about that, about everywhere you look, there's a level of concern and attention that I think is far greater than anything we've ever done. Adjustments throughout the whole park. I remember the sense of arrival that we got when we visited places like Chinosos, Chambord, and over at Versailles and so forth. There's a sense of giving that you get from the locations that's so beautiful that giving them an admission or something like that is almost like part of it. And in California and so forth, it's more like tickets and so forth, and then you go in. And so we really felt this sense of arrival is far more developed here in Europe, so we need to create a grand entrance. And the idea of building that hotel down there, everybody thought we were crazy. You know, this was like, we've never done that, you know, all these problems. There were people that had a million problems about having this at the entrance, but I said it's an example of hospitality. It's a great place that you'd love to arrive at. So the gardens and everything there, while they're all American in terms of the architectural style, I think they're very European in the sense of arrival, which is something that's highly developed here when you go to these exquisite places all over the continent. And as I told you, what was very important, unlike any other Disney park, we were building Big Thunder on day one. So it is right there, right in the center. So, you know, the excitement, Walt Disney called these weenies, I don't know why, but like a hot dog standing up like that. Yeah, hot dog. And like people, they smell the hot dog and they want to go to it. And you know, like, oh, there it is, and you'll see the train coming out, you know, and it's very enticing. And so this whole stage about how you live in this world and what it looks like in this world is all determined just by visual. There's so many stories about construction. I mean, coming here, the first day that I was out on the site, it was agriculture. And I think there were beans or legumes on the area, and they had cut a big square X. And we walked out to the X, and they said, that's the castle where this X is, you know. And the rest was, it was windy, I remember, and all the beans were, or the plants were like bending in the wind, and we were all cold. And you couldn't even imagine that someday there would be a castle in this beautiful area. So that was the first memory. I think as each thing came up, it was fascinating because there were a lot of different construction companies from all over Europe. So as soon as they'd get steel up that might be Big Thunder or the castle or the Haunted Mansion, they would put their flags. So we had Irish flags, and we had English flags, and Dutch flags, and German flags, Italian flags, and of course
French flags. And I think there was kind of a spirit of everybody was proud of their country and trying to do the best to, you know, and so it was kind of a neat thing to see all this competition out there. And I think nearing the completion, I remember probably even more than I remember opening day, 6 months before we opened on October 12th, 1991, they decided to open the park for 1 day, and they brought all the guests into Town Square, and they had a curtain across Main Street, so you could not see the castle. Now, the night before, we had worked all night taking down the scaffolding, and so for the first time ever, it was at night. We had never seen it either because it was at night with all the lights. So that day when the curtain pulled back on Main Street, and we all looked down there, and there was the castle for the very, very first time. It was so exciting, and they let the guests go in, and they could walk through. I think we had the carousel and maybe the train ride around the park. That was just about all that was ready. But it was still so exciting, and I think it was the kind of spirit we needed to go for the rest of the 6 months. Ils ont changé toutes les glissières au fond. Pourquoi ils les ont changées? Parce qu'on appelle ça une pièce d'usure. C'est une fréquence qui peut prendre entre 2 à 4 ans. Quand le parc est ouvert, oui. Vous les faites quand ce genre de réparation? Si vraiment il y a une urgence à les changer, c'est forcément de nuit. Et ça va se faire, ça va s'étaler sur plusieurs jours. Tandis que là, on a pu réduire sur 2 jours. Alors pour faire cette opération-là, il a fallu 5 techniciens pendant 1 semaine. Voilà. En changeant les glissières aussi bien de la chaîne haute que de la chaîne basse. Cette treuille électrique nous permet de faire avancer la chaîne et pouvoir changer les glissières au fur et à mesure, sans démonter toute la chaîne. Donc c'est un gain de temps énorme. Vous avez ça depuis combien de temps? Alors je l'ai fait fabriquer il y a 2 ans. D'accord. Pour une autre opération, mais nous aussi on l'utilise aussi pour les glissières. Du coup c'est une de tes initiatives? Oui, c'est un projet que j'avais depuis 2 ans. On change de démarche, on va rajouter des ventiles dérapants pendant le fermeture là. Oui, je vais te présenter un élément important, c'est le rail du train qu'on vérifie tous les jours et qu'on change par période en raison des fortes charges du train. Donc il y a des tronçons qu'on change régulièrement pour la sécurité. Et du coup, comme c'est une attraction à l'extérieur et que les guests sont pas là, est-ce que vous avez parfois des animaux qui viennent un peu vous rendre visite ou Là, on a beaucoup de canards qui profitent du calme pour venir s'installer et bien trop d'oiseaux, un héron particulièrement. Voilà, il y a beaucoup d'animaux qui en profitent pour se approprier les lieux. Et en principe, si tout va bien, d'ici quelques mois, nous aurons les petits poussins qui seront là pour agrandir la famille. Ouais, Chloé, je te présente Julien, des techniciens qui est avec nous aujourd'hui, là. On a profité de cette fermeture pour changer 32 réservoirs d'air.
Ça vous a pris combien de temps? Alors là, on est déjà à 2 semaines, en plus des modifications techniques. Et vous êtes une équipe de combien pour gérer Alors ça? la journée, il y a 10 techniciens. À quoi elles servent exactement ces bonbonnes du coup? Alors c'est un élément de sécurité. D'accord. C'est-à-dire que si pour une X raison on a une coupure d'air, elle est là pour préserver les freins fermés. En fait, les bonbonnes d'air étaient pas trop accessibles, c'est-à-dire qu'elles étaient sous le rail. Donc pendant la construction, elles étaient avant. Et pour nous, on les a modernisées, c'est-à-dire on les a mis sur le côté pour nous, la maintenance, pour faciliter l'accès et le contrôle de ce genre d'éléments. Alors là, tu es actuellement dans le garage de BTM où sont stockés les trains pendant la fermeture de l'attraction. C'est-à-dire que la journée ils tournent et la nuit ils sont stockés là. Big Thunder was one of my earliest jobs as we go to Frontierland now. And it was always an afterthought. It came at the very end. Frontierland had existed in California and Florida. They had been built, and now what land do we have where we could put Big Thunder? And whereas in Paris, we were starting from the ground, and so I said, let's put it right in the center. It's the most important attraction in that park. We'll put it right in the center. And the idea of putting it out on the island, I think, gave us the best Big Thunder there is in the world, because to get to it, the ride has to go under the water to get out to that island. And at the end, the most spectacular thrill segment we've ever done, to get you back from that island, we have to hit a speed in the darkness that's probably unmatched anywhere on a Disney coaster to get back to the land. So the other thing it did is by being in the center, everywhere you go in Frontierland is enlivened by the excitement and the noise and the sounds and the visuals of those trains running around. It's sort of like the backdrop, whether you're over at Phantom Manor or you're over to the Chaparral stage, you've got that context of the great scene of the West. As I said, if you walk into Disneyland, what you look at is more like a combination of St. Louis, which is a little bit more refined, and then it's got Big Thunder over on this side, and over there is kind of the southern part of America, New Orleans, so forth. In Florida, it's got Liberty Square, which is the development of America on the East Coast, and then there's kind of the Midwest, and it's all mixed up. And we said, let's stop that. Let's make the entire land one story. So it's simpler when you've got a lot of different cultures coming to this park, and they may not be as familiar with all the nuances of what America is about. Il y avait une personne qui s'appelait Pat Burke, paix à son âme, il n'est plus de ce monde, mais Pat avait le talent et les contacts pour trouver tous ces accessoires. Et il a acheté tout ce qu'on a dans Frontierland, donc les pelles, les pioches, tout ce qu'on voit, tous ces accessoires, dont les concasseurs qu'on trouve à l'intérieur de Big Thunder Mountain, qui sont des objets rares. Hein. Et il disait à l'époque, hein, donc c'est remonte à 90, il restait malheureusement de quoi faire un seul Frontierland aux États-Unis. Tout le reste est parti à la casse, au prix de la ferraille. Donc en sauvant ces accessoires, il les a ramenés ici. D'abord, on peut en profiter 30 ans plus tard, parce que c'était fait dans des matériaux qui étaient indestructibles. Donc une fois qu'on les place, si on les nettoie de temps en temps, ça reste à vie, ça. Et chacun d'eux a une petite histoire. Et il a consigné dans un cahier, à la main, avec une belle écriture, des pleins et des liés, l'histoire de chacun de ces accessoires. Voilà, ouais, magnifique. A major change here that everyone thought we were crazy in suggesting it was to put the loading over on this side of the river and the ride out there. And at first we thought, well, how you couldn't get the train up higher than that steam. And I said, no, we're not going to get it higher than that steam smokestack. It's going to go under the water, and then it only has to go down about 10 feet, you know. And so what that allows it to do, it gives an incredible boost to the very beginning of the ride. So you, whoa, you know, like right away you're going fast. So by putting it over there, we have to get all the way down there and then go back up very fast to get back in the station, which makes the ending a spectacular ending on this ride. And I think that alone is what pushed it over the top and made it. They all thought Space Mountain would be the big one, but I think here, that combination that, you know, our landscape people here work very, very hard. You know, they've taken down a lot of the foliage to make it visible again. So Pat Burke was one of the great assets we had in finding all this mining equipment. What you find with Imagineering is a lot of people have unique passions. And Pat's passion was to go throughout the American West and find these amazing artifacts from 150 years ago. Now, he couldn't afford to buy them. He just loved finding them and taking pictures. So
you take someone like that whose passion would be to do that for free, just because he loves it, and you say, we're going to give you the greatest opportunity you've ever had. We're going to let you not only find all these things, but we're going to give you a budget to buy them. And because he was so, I think when you find someone who owns some of these things and you see someone who has real passion for your old antiques and things, you're willing to sell it for less money because you realize this person is going to take care of it. And Pat was really good at giving that impression, you know, so he would go out there and say, I really love that. And he could talk about it. He could say, this is the finest stamp mill that I've ever seen, or the finest, you know, steam tractor, and boy, I'd sure love to have this. And he goes, oh, really? Okay. And then he'd buy it. And then he writes Walt Disney Imagineering, and they go, what? You know, because, but we got, again, there's an example of spending better. This Big Thunder is not only the most thrilling, but while you're walking by here, all these artifacts are absolutely real. They came from the American West. They are hundreds of years old, and they're the finest ones we have. We have a few in Florida and a few in California, but Pat was given you know, a budget, and he spent better because he knew how to do it. If you just use a company to do that, you won't get that passion that you get with someone whose dream, his life dream, was to find these things. And so this is the finest collection of antique mining equipment, I think, in the world right here. And it's not a museum, they're placed where you'd actually use them. So we knew we were on safe ground of doing that, because to put that kind of a visual only 25, 30 minutes from the city is extraordinary. When you look at that and you say, we are about 40 minutes from the Eiffel Tower, and look at this view, it's stunning. And our landscape department goes to the trouble of every year about this time we bring out cactuses and succulents that are kept in storage all winter long because they'd never make it through the winter to enhance that look. So I'm very proud of the Frontierland. When we decided not to do Tom Sawyer Island in Frontierland, which is at the center of all the state Disney parks, we decided there's probably a stronger concept in that, you know, mythical tropical island where there's treasures and pirates and castaways and all that. So we created Adventure Isle, which has everything that we have in the States with Tom Sawyer Island, but it's a little bit more international in scope. We had no idea Disney was going to go and do this series of pirate films. It was ideally suited to that kind of an environment. So that's been a big bonus plus, that Adventure Island really works extremely well for supporting the pirate franchise of films. Pirates, I think this Pirates is very unique in that only in California, where we have no water, were they able to dig the major portion of that ride deep enough that we could take you down 2 waterfalls without being below the water tables. And when we got into the topography here, we had the same situation, that if you dig a hole, you've essentially got a little pond, you know, very quickly. And so what we did, we came up with reversing the sequence in that ride so we could get you up higher at the beginning, which allowed us to reinstate the second waterfall. So this attraction and the one in California are the only 2 pirate rides that have the original amount of thrill that Walt Disney wanted in the initial park. Il faut savoir que l'éclairage de la file d'attente a toute son importance, surtout à l'entrée de l'attraction. Et on a fait en sorte, enfin, le réglage a été fait en sorte que le niveau, la puissance lumineuse est plus important à l'entrée de l'attraction, et au fur et à mesure que le visiteur avance dans la file d'attente, l'intensité lumineuse, on l'a diminuée pour faire en sorte que l'œil du visiteur s'habitue à cet éclairage un peu plus sombre. Là, nous nous trouvons dans la zone embarquement-débarquement. On a profité de cette fermeture pour ajouter de l'éclairage LED sous le quai d'embarquement et de débarquement pour améliorer la visibilité au moment de l'embarquement. Lorsque l'eau est présente dans le flume, le rendu est vraiment sympa. Là, on arrive dans la scène 7 et actuellement, il y a Julien et Alex qui sont en train de faire des réglages sur la partie animation et sur la partie effets spéciaux. Donc on peut voir les différents canons avec les effets de fumée et les 3 gunners. Ils ont fini d'intervenir et ils sont en train de peaufiner les réglages. Alors Julien, ici on est dans une scène qui est particulièrement impressionnante, celle de l'Inferno. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est votre travail sur les audio animatronics de l'attraction? Alors au quotidien, on s'occupe de tout ce qui est maintenance préventive et corrective des animatroniques. Par exemple, s'il y a une panne ou une casse ou une fuite. Donc on s'en occupe chaque nuit
Est-ce que vous avez profité de la fermeture prolongée du parc Disneyland pour faire des travaux de plus grande envergure que vous n'aviez pas eu le temps de faire en général? Alors on en profite que notre resort est fermé pour justement affiner les mouvements, les rendre un peu plus réalistes. On a profité de refaire complètement certaines figures qu'on n'a pas eu le temps de faire en 2017. Donc on a profité de cette fermeture pour faire ça. Quelle est la complexité de cette scène en termes de mélange d'effets spéciaux et d'animatronique? Et ici c'est une scène assez spéciale parce qu'on mélange du coup l'animation avec les figures. On a le F1 qui a beaucoup de mouvements et après les gunners, c'est 3 autres pirates sur le galion. Et on a aussi tous les canons avec un effet de fumée fait par du CO2 liquide, l'animation du canon. Donc là, ton collègue, que fait-il exactement sur sa console? Alors là, mon collègue a ce qu'on appelle la remote. Donc c'est la télécommande pour contrôler entièrement les mouvements des animatroniques. Donc là, il en profite pour faire des réglages, affiner certains mouvements pour le rendre plus réaliste. C'est très long. Par exemple, une figure comme le F1 qui a une quinzaine de mouvements, on peut en général le faire en une nuit, mais il faut au moins une nuit pour faire un animatronique, donc une journée. Alors, actuellement, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle les tunings. Donc c'est en fait, on prend la main sur chaque mouvement de la figure, on les prend en manuel grâce à cette boîte qu'on appelle une boîte à piglettes, et ce qui nous permet de prendre la main. Par exemple là, je suis actuellement sur le head turn, donc la rotation de la tête, voilà, ce qui nous permet d'avoir le graphique, qui nous permet d'avoir le retour du capteur, parce que chaque mouvement est équipé d'un vérin hydraulique ou pneumatique, et on a un retour capteur de la position exacte du mouvement, ce qui nous permet de savoir à quelle position est le mouvement, s'il y a des problèmes, et surtout ce qui nous permet de faire la régulation. Ce qui nous permet d'avoir aussi des grosses accélérations sur des mouvements assez importants, comme là le head turn, on peut le faire tourner assez rapidement. Et sur une tête comme lui, il a tous les mouvements de tête. Donc on va avoir en direct. Voilà. Donc là on va avoir le head node qui permet de faire lever et descendre. On a le head tilt pour le faire orienter sur le côté. Et également la bouche. Je sais pas si on va la voir beaucoup, mais on a la bouche aussi. Donc voilà, je vais te proposer de prendre la main sur quelques mouvements. Donc là tu as le. Ah ouais, là je lève le bras. Voilà. Et je le mets. Tu as le bras du F1. Le capitaine. Et on peut vraiment l'accélérer, quoi. Ah oui, je crois que les dernières générations d'animatroniques qui permettent ça. Oui, c'est ça. On peut vraiment faire l'accélération qu'on veut. Ah ouais. Écoute Alex, je te remercie beaucoup pour cette super expérience. Bon courage pour la suite de votre travail et pour la réouverture. À bientôt. Alors Samuel, qu'est-ce que tu nous montres maintenant? Alors Mathias, on va aller en direction en scène 12. On va voir mon équipe audio qui est en train de travailler sur des vidéoprojecteurs. Parfait. Allons-y. Nous, on s'occupe de toute la maintenance audio et vidéo, donc dans les attractions, c'est sur tout ce qui est vidéoprojection. Et dans le parc, en général, on s'occupe de tout ce qui est audio des boutiques, des chars, de la route de la parade et de tous les lands sur Presqu'île et du T1, donc Adventureland et Fantasyland. Du coup, sur la scène 12, donc la ville en feu, c'est la scène où on a le plus de vidéoprojecteurs de toute attraction, à savoir que dans toute attraction, du coup, on en a 23, et rien que sur la scène 12, on en a 7. Donc en fait dans la réhabilitation on teste toutes ces pistes, en fait on écoute toutes ces sources, voir si elles fonctionnent toujours. Et après tous les haut-parleurs sont testés les uns après les autres avec un bruit rose qui permet d'avoir tout le spectre audio en même temps. Il y a 258 haut-parleurs. On a une collection de rhododendrons absolument dingue. Donc Bill Evans, qui était le jardinier de Walt quand Walt était encore vivant, Bill a fait acheter une collection de rhododendrons, pas parce que c'est des arbres exotiques, mais parce qu'ils font exotiques quand ils fleurissent. Et donc on a une collection de rhododendrons absolument gigantesque ici. Et c'est une plante qui est bien acclimatée au climat de Marne-la-Vallée parce qu'il fait froid, hein, faut dire qu'il y a en hiver c'est froid. Et donc ça tient et ça fleurit, donc ça fait toutes ces taches de couleurs qu'on voit au printemps qui est absolument magnifique. Hein. Donc là il y a une mise en scène absolument superbe. On a deux chances. Premièrement, c'est que nous on connaissait les emplacements des attractions dès l'ouverture. Donc on savait que Peter Pan allait se trouver de l'autre côté, juste ici. Donc on a ramené le galion à l'époque de Peter Pan, juste à côté de Captain Crochet. Les deux yeux, les deux pupilles, ce sont deux lanternes. Et quand on est dedans, Skull Rock ressemble à des lanternes. Mais vu d'ici, quand on se balade le soir, les lanternes étant des points fixes et nous étant une personne en mouvement, on a l'impression que les yeux nous suivent comme ça du regard. Our first thought was we were pretty safe with what we had just done a few years before in Disneyland's Fantasyland, where we kind of brought a little bit of the storytelling outside into the architecture. So each of these facades sort of reflects the cultures, the
countries that those stories kind of belong to. So we're standing right now in a British Toad Hall from Wind in the Willows and Kenneth Graham's story, all the way over to the Italian Bella Notte area over there from Disney's film Lady and the Tramp. And so all of these little communities here kind of reflect the broad spectrum across the mainland Europe and in England. But the big challenge was the castle. In California, it's derivative from Neuschwanstein. In Florida, it's the Loire Valley with Chinoso, Chambord, and various other elements that you can pick out on the castle we have in Florida, which is fine. That's remote, but we were, here saying, well, we're about 100 miles away from that area, so we're going to have to really go back to the storybooks and so forth. And one of my inspirations, I think, was Ivan Durrell, who did the classic film Disney released Sleeping Beauty back in the 50s. And we found out there were 2 or 3 artists still around in 1992 that helped us out by bringing in that look of painting that they still knew because they worked under Ivan Durrell. So on opening day here, the ticket was designed by Frank Armitage, who did background work on the film Sleeping Beauty. And so we actually, I think it was our inspirational art that was marketed at the park. We made it into the opening day ticket that was sold here. So that inspired everyone to create something that was, again, I use that term, it's not competing with the architecture you'd find even down, in the city like Notre Dame and so forth. It's not Gothic per se. It's fairy tale, and so it's compatible or complementary to that. It's something that feels akin, it feels comfortable. The sculptural nature of the trees is very reminiscent of French tapestries, but it's also out of this fairy tale book. And then the clincher for me was putting a dragon in the basement. I thought, what would really distinguish this from any other great monument that you might visit? And I said, well, I don't think any of them have dragons living in the basement. And I remember there was a lot of discussion. Well, that isn't going to be capacity. That isn't any of the stuff, that we measure how many go through the turnstiles and everything. And I said, I just have a feeling about this. So we created the castle in such a way that we had enough remaining in the budget for that to create that grotto. And I was so proud that when we opened, people would talk about what were their favorite experiences in Paris. Number 3, there was Pirates and Big Thunder. Number 3 was the Dragon in the Castle. So I said, there you go. That was a wise decision. Je travaille au sein du département FM, où j'occupe le poste de senior manager construction. Et voilà, le château est une des grosses réhab, mais c'est vrai que c'est la plus importante aujourd'hui, pour nous en tous les cas. Notre mission est essentiellement les grosses réhab majeures de nos parcs et hôtels. En ce moment, on est en train de terminer une partie des changements des tourniquets des Walt Disney Studios et du parc Disneyland Paris. Et d'autres sont en étude. Voilà, on profite vraiment du contexte qui nous autorise à travailler le jour, notamment parce que ces grosses réhab sont souvent en temps masqué, donc en dehors des ouvertures du parc. Et là, c'est vrai que le contexte nous autorise à avoir cette capacité de travailler sur toutes des grandes durées, notamment le jour, la nuit, le matin, etc. Donc voilà, Chloé, donc nous sommes entre le carrousel et le château. Donc on est vraiment là, tu vois, une partie du château qui est complètement bâchée. Ça nous permet de travailler un peu à l'abri. On fait beaucoup de travaux de remise en état de peinture, des enduits de façade, enfin toutes les finitions. Donc ça nous permet d'être complètement, pratiquement hermétique à la pluie, au vent, etc. Donc là, c'est les toilettes qui viennent d'autre côté. Là, oui, effectivement, là on est devant, on est face à une toiture qui est en cours de rénovation. Donc comme tu peux le voir, on voit des ardoises là qui sont peintes, posées avec un système de crochets. Donc on est vraiment sur une pose très traditionnelle. Hein. La pose d'ardoise se traite comme ça. Elles sont toutes taillées, toutes les ardoises sont taillées à la main, peintes à la main, une à une. Il y en a 15 000 à peu près sur cette opération. 15 000 Ouais.
Et est-ce que les 15 000 du coup sont réhabilitées ici ou est-ce qu'elles sont faites dans des ateliers à part? Alors elles sont prédécoupées en atelier. Il y a d'abord un kelpinage, c'est-à-dire que déjà en amont ils savent exactement à peu près où vont les tuiles. Donc c'est de l'étude d'abord en atelier, une préparation en atelier, et une fois qu'elles arrivent ici, il y a les finitions qui sont faites uniquement sur place. Et en termes de cahier des charges, au niveau du respect des couleurs, comment ça se passe? Est-ce que vous collaborez avec Walt Disney Imagineering aussi pour que toutes les couleurs d'origine soient respectées? Oui, tout à fait. On travaille avec avec l'équipe artistique de la Walt Disney Imagineering. Tout est vu en amont avec eux, donc ça fait partie de cette phase d'étude dont je te parlais, des 1 an et demi d'études, où tout est vu, les couleurs, la façon dont c'est posé, etc. Donc il y a eu d'abord, c'est vraiment du partenariat, parce que forcément, on n'a pas tous la technique de cette pose traditionnelle. Donc c'est un échange entre le bras frère qui nous explique comment ça doit être posé et nos équipes créatives. En tout, c'est combien de tourelles là qui ont été déjà réhabilitées? Une quinzaine. Alors c'est assez particulier parce qu'on a fait le choix, par exemple, tu vois ces toitures-là, ces tourelles, on a décidé de les couper, les originales, les ramener à l'atelier, les traiter en atelier, les reposer. Donc elles sont grutées sur site, pratiquement finies. Ça nous aide en tout cas à gérer la partie problèmes climatiques, d'intempéries, etc. On est dans une période où on sait qu'il pleut, qu'il peut faire froid, etc. Donc on a fait ce choix-là. Donc les études en amont permettaient aussi de faire ce choix stratégique. Donc on a décidé qu'on allait en enlever 15, les traiter en atelier chez le bras frère et les ramener ici. Et cette toiture, par exemple, que tu vois juste devant toi, est faite ici parce que c'est pas quelque chose qu'on peut démonter. Tu vois, c'est assez complexe en termes architectural. Au niveau architecture, c'est un peu compliqué enfin en tout cas, imaginer enlever toute cette partie-là, par exemple, c'était complexe. Alors que les toitures telles que celle-ci, c'était plutôt facile. Mais voilà, écoute, ça c'est une autre des étapes de la réhabilitation du château. Là, on est face à une partie de la façade du château, donc on a refait tous les enduits décoratifs, et là on est dans une phase de remise en peinture, comme tu peux le voir. Alors bien sûr, tout ça est précédé par du nettoyage, etc. Mais là, on est vraiment dans je dirais l'avant-dernière étape en tout cas, peinture, et après il y a des patines qui vont s'appliquer sur les pierres, sur les ornementations. Ça a pris combien de temps là pour l'instant à réaliser ce que vous avez fait? Écoute, ça a pris quelques semaines. Là, on est vraiment, quand on sait qu'on a démarré cette réhabilitation en janvier, tu vois, c'est quelques semaines pour arriver à ce niveau à cette étape-là. Tu sais à peu près combien de personnes ont travaillé sur les vendus là pour l'instant? Écoute, il y a un certain nombre, je pourrais pas te dire exactement, mais parce que ça varie suivant, je dirais, l'avance que nous avons sur l'opération, mais là, les peintres, il y a une vingtaine de peintres en permanence qui sont sur le château. Je te propose de monter encore de quelques étages, comme ça je vais te montrer d'autres zones qui sont partiellement terminées ou en cours de finition. Je pense que je n'ai jamais été aussi proche de cette zone du château. Est-ce que tu peux nous parler de l'échafaudage en fait? Un des enjeux, c'était avoir le moyen le plus efficace qui permette à tous les ouvriers de travailler de plein pied à chaque fois. Tu vois, ils travaillent debout et tout est accessible. Donc c'est vraiment l'échafaudage, c'est une vraie prouesse technique parce qu'on couvre totalement le périmètre des travaux, et ça permet de faire ces travaux de peinture. Mais tu vois, par exemple, là on est sur un autre niveau de finition. Donc là on est vraiment dans de la peinture de finition avec les patines qui font ressortir les bois, les briques. Les travaux culminent jusqu'à combien en termes de hauteur? On couvre complètement le château, donc on est au-dessus de la dernière toiture et de l'épi doré. Donc on est vraiment, on accède à tout. Des ouvriers super-héros qui montent carrément tout en haut du château. Oui, mais toujours en totale sécurité. Ouais, toujours en totale sécurité, parce que comme tu le vois, à chaque fois, on se retrouve dans le même environnement, accessible,
protégés par les bâches. Donc vraiment là, ils sont dans l'environnement est idéal pour travailler et pour atteindre la qualité que l'on demande. Alors tu vois là, on est au niveau de la partie haute des toitures qu'on a refait en ardoise, et là tu as les épis que tu vois ici qui ont été complètement refaits en feuilles d'or. Donc c'est vraiment aussi du travail très traditionnel, hein, c'est ce qu'on revoit sur les grands monuments parisiens, on a ces finitions en feuilles d'or. Est-ce que c'est fait sur place? Alors celles-ci ont été faites en atelier, et on a d'autres éléments qu'on peut pas démonter et qu'on traite directement sur place. David, je te remercie sincèrement de m'avoir fait découvrir ça, c'est incroyable, et je pense que ça se fait une seule fois dans une vie, et je pense que ceux qui regarderont l'épisode sont super contents de voir tout ce que vous faites pour entretenir l'icône de notre parc, alors merci. Je t'en prie, c'était un plaisir de t'accueillir sur ce chantier. C'est un projet monumental pour nous, hein, et vraiment un savoir-faire qui est très unique derrière la restauration du château. Et les équipes ont s'occupé avec le plus grand soin de notre plus grand icône de la destination. La semaine dernière, on avait été ensemble d'ailleurs voir les Bras Frères. Tout à fait. Alors c'est une petite entreprise spécialisée dans la restauration des monuments historiques. Donc vraiment, ils travaillent sur tout le patrimoine français. Et on est absolument ravis de travailler avec eux. On a pu aller dans leur atelier. On a vu en particulier comment les tourelles sont construites, ainsi que les flèches qui sont en train d'être restaurées, repeintes avec de l'or. C'était une expérience incroyable pour moi. C'est vrai que ces équipes, ils travaillent avec tant de passion, et se dire que le savoir-faire existe encore ici en France et qu'on peut l'utiliser justement pour notre icône ici au parc Disneyland, c'est incroyable. Et moi d'ailleurs, je pense que le château, il va être plus beau que jamais. T'en penses quoi? Ah oui, il va être absolument splendide. Et c'est vraiment un bel exemple de la collaboration qu'on a avec des entreprises qui sont ici en région d'Île-de-France. Et puis en plus, le support de ce savoir-faire autour du patrimoine français, je suis vraiment très très fière de Disneyland Paris. Fantasyland, that's classic Europe. So we were very lucky that Walt Disney had made many motion pictures that were stories come to life in film that began as European fairy tales. So Blanche-Neige and Cendrillon. I'm terrible with my French, sorry about that. So to me, Snow White and Cinderella, the Brothers Grimm and Perrault, these are tales that lived many hundreds, almost hundreds of years before they became Disney animated films. And so it was a pleasure to bring that back and give each one of them a little bit of flavor of a fairy tale village from Germany, or a fairy tale village from France, or a fairy tale from Italy. So it was a pleasure, and we knew that would be fun. And finally, Adventureland, we had the biggest and most favorite ride in Disneyland to place there, which was Pirates of the Caribbean. And we focused the land around pirates, and we put together an island with lots of stories about pirates, from the Swiss Family Robinson and Treasure Island, and Pirates of the Caribbean is now a movie franchise. So we have this perfect land where kids can play like pirates and run around in the caves and get lost. And now that we have the films, it's a wonderful place to build even more stories around. In America, the European fairy tales are exotic the same way Frontierland is exotic to Europeans. Well, for us to come to a French village and see the romantic village houses and so forth, that's a dream for an American. Then we found that a lot of Europeans have a favor for the Arabian Nights stories and the exotic Middle East and Sinbad and the 1001 Nights and Babar the Elephant. There was a real following for that because it was far away. Reading a story about Cinderella, she lives down the block, you know, in a village here. So we emphasized that at the front of Adventureland, which gave us the only park, the only Disney park that has that Aladdin-like flavor. It also helped that Disney was producing the movie Aladdin right while we were building Disneyland Paris, so we kind of knew that would be a new classic for us. So we put a little emphasis on that in the front. So those are the kind of things that I think drove us culturally. In addition to that, going into the rides like Space Mountain and Pirates of the Caribbean, we tried to add more technology in there. So we had fighting pirates.
we had a space mountain that fired you out of a cannon and had onboard audio. So a lot of those things are part of what we have to do anywhere we go in the world. Time marches on and you have new tools and new technologies, and we have to constantly be aware of them and figure out ways to put them into the park. So it's still as amazing for very sophisticated audiences today as it was for a simpler time when Walt Disney originated Disneyland. Donc des choses qui ont changé aussi sur les 30 ans, c'est la considération que l'on a pris sur les zones qui étaient couvertes ou pas couvertes. Donc par exemple la terrasse là, de Todd Hall n'était pas comme ça. Le théâtre de Fantasyland autrefois était ouvert, et y compris par exemple Dumbo. Dumbo, c'était une file d'attente qui n'était pas couverte. Tous les chapiteaux ont été rajoutés. Et donc c'est quelque chose que l'on a considéré et que l'on continue à considérer maintenant. Il y a du faux latin. Il y a marqué non consumus frog legus. On ne mange pas de cuisses de grenouille ici. Quand on a ouvert le parc, il y a eu un programme qui a été lancé qui s'appelait ACP. Oui. Added Capacity Program. Oui. Donc on s'est aperçu qu'il manquait des choses, qu'il n'y avait pas assez de capacité. Et donc les attractions qu'on a rajoutées, il y a eu Indiana Jones, et le Temple du Péril qui a été rajouté. Et il y a eu plusieurs versions de la même attraction. On a rajouté Storybook et Casey Jr. On a rajouté All Mill. On a rajouté les mystères du... On a rajouté la visite de la galerie de la Belle au Bois dormant à l'étage, le passage enchanté d'Aladin aussi, et le summum Space Mountain faisait partie de ce programme de rajout de choses, puisqu'on a ouvert en 92 et on a rajouté Space Mountain d'ici 95. J'ai travaillé ici après le Cowboy Cookout, et effectivement c'est assez c'est mignon, encore une fois, encore un beau décor, donc on arrive par là. J'entendais le tic-tac de Small World, avec ce bâtiment un peu de travers, et à chaque fois je me disais mais il est de travers, et à chaque fois je me souvenais que c'était normal. Mais tous les matins, je le voyais de travers. C'était une bonne expérience, on faisait les pizzas, on remplissait les pizzas, on les faisait rentrer dans le four. On voit tous les poteaux vénitiens sur lesquels on accroche les gondoles. On avait une gondole qui était ici, juste là derrière. Cette gondole, elle a une histoire. Elle a été achetée par Tom Morris, qui était parti à Venise pour acheter un tas d'accessoires pour le restaurant. Et il a cherché une gondole qui était sympathique. Celle-ci était toute noire, avec un petit auvent rouge, tout ça. Et il est monté à bord, il a fait un tour dans Venise, et quand il est arrivé, au lieu de demander le prix de la course, il a dit c'est combien? Et on lui a dit X milliers de lire. Il a dit non, c'est combien pour la gondole? At Discoveryland, you know, we have this challenge with the future. It was always Tomorrowland in the States. And in the 50s, the future kind of stayed with a constant that lasted maybe 10 or 20 years, where we hadn't gone to the moon yet. We hadn't developed the computer. And you could talk about all of these far-reaching things for a long time. But now, as you know, you fear buying the new smartphone because 6 months later, you know, Apple's going to announce the one that you really have to have. So we're all like caught up in this thing of always being obsolete. And we thought, now we're going into a different cultural community here. What can we say about the future? And we said to ourselves, we said, okay, what inspired us? And you think of the H.G. Wells's, the Jules Verne's, the Leonardo da Vinci's. Every great scientist probably went through a childhood where those stories were so much a part of their inspiration for going on into the endeavors that have taken us into space or whatever. And so we thought, well, what about then coming up with the idea that dreams, these dreams that these great minds created, these dreams have kind of fueled the future. Because every kid that gets inspired by reading those things that then goes on to do something has really changed the world. So dreams can be the fuel for making the future the way we know it now. So that was the look that we created there, something that might have been, if we brought Leonardo here, he'd probably say that looks like the way I saw the future being, or H.G. Wells, so forth. And yet it's filled with dreams that can be modified and changed as time goes on. So today you're going to experience the new Star Wars adventures that have brought us up to date with that universe. So it's very flexible, but at the same time, we don't get caught up in like having a mid-century modern Tomorrowland like we suddenly found ourselves with in Anaheim. So each of these areas is rich with a lot of thought that went into the conceptualizing on it. And I think in my way, I might have said it already, but I think that of all our parks, this is definitely the most beautiful one. And that was a mood that I felt was very compatible with what we're up against down the street. It's not Anaheim, it's not Orlando. This is one of the great cultural milestones in human civilization, the city of Paris. Bonjour, ouais, et toi? Ouais.
Ça me fait super plaisir donc de te voir juste à côté de notre Space Mountain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et un peu de ce que tu fais tous les jours? Moi, ça fait 14 ans que je travaille à Disneyland Paris. J'ai commencé sur Space Mountain, après j'ai évolué un petit peu sur d'autres attractions. Et je m'occupe de toute la maintenance mécanique de l'attraction. Est-ce que tu peux nous montrer un peu? Allons-y. Quotidiennement, on est une équipe de 5 personnes. On tourne le matin et le soir. On s'occupe de la préparation des pièces, parce qu'on a une équipe de nuit en permanence. Et on s'occupe également du contrôle des trains. On fait un contrôle global, tout ce qui est roue, et surtout tout le système de retenue des harnais. Du coup, vous faites tourner l'attraction? Oui, effectivement, l'attraction tourne régulièrement pour s'assurer que tout fonctionne correctement le jour de la réouverture. Récemment, on a changé le câble de la catapulte ainsi que le pusher, qui est le véhicule qui se trouve juste en dessous. Par la suite, dans les semaines qui viennent, on prévoit de changer les moteurs du lift B. C'est la deuxième montée au niveau de l'explosion du destroyer. Lorsque l'attraction a changé les trains, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous au niveau de votre travail? Oui, parce que du coup on a gagné en fiabilité, parce que sur les harnais par exemple, on passe de systèmes mécaniques à des systèmes hydrauliques avec une assistance électrique. Et à part Hyperspace Mountain, est-ce que tu travailles sur d'autres attractions? Oui, je travaille sur Phantom Manor, Big Thunder Mountain, Orbitron et Buzz l'éclair. Et c'est laquelle que tu préfères? Alors vraiment ma préférée c'est Hyperspace Mountain. C'est une des plus grosses attractions du parc et techniquement elle est assez impressionnante. J'adore Space Mountain aussi et je serais super curieuse de voir comment fonctionne le pusher dans le cadran. Est-ce que tu pourras me le montrer? Bah avec plaisir, allons-y. On va tranquille. Donc ici on se trouve dans la catapulte, c'est la première zone de lancement pour nos visiteurs. Tous les équipements que tu peux voir au-dessus, c'est des équipements de sécurité. Donc il y a 21 freins et des anti-retours. Donc du coup vous checkez les freins aussi ici? Donc en fait les freins sont contrôlés par nos équipes de nuit. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment elle fonctionne en fait cette catapulte? Le train arrive par ici, il va se positionner à un certain emplacement qui va être arrêté dans les freins d'urgence. Et ensuite, l'aileron va monter doucement pour s'accrocher sous le train. À ce moment-là, les freins vont s'ouvrir et l'aileron va partir, le pusher, pour envoyer le train à l'intérieur de l'attraction. Donc du coup, où sont le fameux pusher et le câble que vous avez changé? Je vais t'emmener voir, c'est juste en dessous. Alors ici, c'est le pusher, donc c'est le véhicule qui envoie les trains dans l'attraction. C'est le même système de catapultage que sur les porte-avions. Et ça prend combien de temps à changer un tel équipement? Alors à changer, il faut compter à peu près une dizaine de jours, à savoir qu'il y a 5 techniciens, du matin, du soir et de nuit. Il y a combien de marches du coup à monter jusqu'en haut? Il y a un peu plus de 200 marches. Un peu plus de 200. Bon, en tout cas, la vue d'ici, elle est trop belle. On voit même jusqu'à Frontierland. Ouais, mais tu sais que c'est pas le point le plus haut de l'attraction encore. On peut aller encore plus haut? On peut encore aller plus haut. Eh ben, je veux trop y aller. C'est parti. Bon, en tout cas, merci beaucoup Antoine de nous avoir fait découvrir toutes ces choses à propos de Space. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de te faire découvrir mon métier et du coup l'attraction, l'envers du décor. Et du coup, on se quitte sur cette belle vue sur le parc et merci encore. Je me souviens même plus ce qu'il y avait avant. Il y a un trou. Non, je me souviens plus. Il n'y avait pas un trou en fait. J'ai l'impression que ça a toujours été là. là. En fait, c'est incroyable, c'est que d'ici, tout Space Mountain, le bassin de Nautilus, le kiosque,
Lightspeed photo, tout ce qui est derrière, il n'y avait rien. Il y avait un merlon qui passait ici. Le merlon était assez haut. Sur le merlon, je me souviens, il y avait une motojet de Star Wars qui était juste là ici. Et on avait un bout de palissade de l'autre côté. Sur les plans, on avait des plans de construction de toute cette zone-là. Sur les plans, il y avait un grand cercle derrière le merlon. Et au milieu du cercle, il y avait marqué DM pour Discovery Mountain. On allait avoir 2 tuyaux en verre, partiellement vitrés, qui iraient de Vidéopolis vers Discovery Mountain. Et ce que peu de gens savent, c'est que, bon, je dirais pas exactement le nombre de mètres, mais Space Mountain, c'est légèrement plus haut que le château de la Belle au Bois dormant. Et donc Discovery Mountain, qui était le nom à l'origine de l'attraction, nous réserve quelques autres petites surprises, puisque, ne sachant pas que le nom allait changer et que ça allait s'appeler Space Mountain, ça se trouve à d'autres endroits dans le land qu'on va aller voir tout de suite. Et donc, Jonas, ce que je signalais tout à l'heure, si tu regardes bien sur le pont, on a des médaillons, et à l'intérieur des médaillons, il y a marqué DM pour Discovery Mountain. Catherine, tu l'as fait l'attraction? Oui, j'ai fait toutes les attractions parce qu'on testait à chaque fois, ils enlevaient les sacs de sable et on testait, et je l'ai fait, oui, une seule et unique fois. Oui, j'ai plus jamais recommencé en fait. Donc, quand on a rajouté les mystères du Nautilus, avant même qu'il y ait l'attraction elle-même, le phare et le kiosque ont été construits. Et quand la première nuit, quand on a mis en route le phare, c'est un vrai petit phare, hein, c'est des vrais petits phares maritimes. On a eu, par le biais de la maintenance, un coup de fil du general manager du Disneyland Hotel. Le faisceau de lumière allait et rentrait dans les chambres. Ça rentrait jusque dans les chambres du Disneyland qui est là-bas. Et donc on a dit, éteignez la lumière, attends, les gens veulent dormir. C'était juste, ouais, une deuxième ouverture. C'était dingue. Toutes les divisions étaient réunies, tous les cast members ont participé au press event, etc. Pour l'événement presse, je me souviens qu'on avait reçu des invitations absolument sublimes. Donc l'invitation venait avec un carton, mais le carton ne suffisait pas. L'événement était tellement grandiose. Moi, je me souviens, notre pub à la télé était présente sans arrêt. Enfin bref, ça a été une relance de notre resort incroyable. On avait reçu des invitations qui étaient une invitation en laiton, gravée, Space Mountain, avec une petite aiguille qui permettait de l'accrocher, une petite épingle qui permettait de l'accrocher, et à marquer guest dessus. Franchement, c'est la plus belle invitation que j'ai jamais reçue. Je l'ai encore, hein. Magnifique, magnifique. A lot of times we do lots and lots of drawings, and they edit through and they change. Because originally, at Disneyland, the Haunted Mansion ended with a Museum of the Weird, which was just done as a Marvel comic. I don't know if you saw the Marvel comic book version of Disney's Museum of the Weird, but it was an indoor space where you saw a lot of additional Haunted Mansion things that required you to stand still and look at them. They didn't lend themselves to being put on a ride, so they had this idea that after the ride was over, you'd go into a vault where you would see a collection of strange things and you could stand there and look at them for a long time. They never built it, but Marvel was so excited about the idea of that they developed a comic book series. I think there's five episodes of Disney's Museum of the Weird, and that was something for the Haunted Mansion that never happened. One of the most difficult challenges was the words, the Haunted Mansion. You know, this was what would I call it, verbiage thing that I think it would be Les Maisons du Haunt. Would that be close to a French version of that? And we said, well, then an English-speaking person wouldn't understand it, you know. So we looked for a lot of ways to call that would be readable by many different languages. And Phantom Manor is very close in both, you know, at least in English and French, it's close. So we changed the name. And then the other thing we did, if you look at Disneyland, it's beautiful. It's all maintained. It looks like Main Street. It's gorgeous. And Walt Disney said, we'll take care of the outside and we'll let the ghosts take care of the inside. And we said, well, that's really neat if you have a plaque to read, you know, like, well, I wouldn't look over there and say that Disneyland's is haunted. I have to read the sign that says, oh, this is the Haunted Mansion. But here, there's no question about it. You know, you look over there and you go, whoa, okay, that must be where the ghosts are because it looks that way. So again, it's strengthening that visual storytelling element. We also did a major shift there that was due to the fact that we were building this park all at the same time. Bienvenue à Phantom Manor.
for the first time, the Phantom Manor show will be presented in French and English, with the English performed by the late, great Vincent Price. It's something that the fans have been asking for years, and we're excited to finally be able to bring that performance back into Phantom Manor. We start with storytelling and Imagineering, of course, and what we wanted to do with Phantom Manor in this reimagining was to go deeper into the story of the Phantom, of the bride in waiting, and those unfortunate suitors that tried to take her hand. So you will see that we have in our portrait gallery all new portraits of 4 of the unfortunate suitors that tried to marry Melanie. And with some new illusionary magic, we're going to take her out of the picture, and we're going to reveal as the rune stretches down what ending came to each of these characters. What would Henry Ravenswood have? What art would he have purchased if he was the wealthiest man in Thunder Mesa? So of course he would have Western pictures and pictures of sailing ships, but of course he would have a portrait of himself. You'll see more of Melanie and the Phantom in the attraction as you go through. You know this as the load scene of the attraction. It's been brought to life in this beautiful color scene now, and Melanie is now standing at the top of the stairs staring out into the storm looking for what? To be determined. The music room that you know now features wreaths of all of the suitors who passed away. There's new animation of the Phantom playing a very minor chord version of the Wedding March. So I don't know the word, but something like a fireplace. Est-ce que tu peux ouvrir le... So it's a real steam train, but instead of charcoal, we use diesel. But it works exactly the same. Vails are at the same place. It's a replica, half size. Normally you have to imagine a train twice bigger. But... Hop, est-ce que tu peux me montrer alors, les freins? Pneumatical brakes, works with the steam into the engine. C'est bon. And my colleague control the pressure of the engine. The water pump to put water inside, to put the water inside the engine. Cylinder. And the compressor. Allez. Bye. Enjoy the trip. Attention les pas. Vamos. Here we go. Surtout pour la c'est la nuit. Ladies and gentlemen, we are now departing Main Street Station.
For your safety, please stay seated while the train is moving, keeping your hands and arms inside the train. And no smoking, please. Alors Julien, écoute, on est très heureux de te rencontrer. Merci de nous accueillir ici à la gare de maintenance des trains du Disneyland Railroad. Ça fait plus de 7 ans que tu travailles ici sur cette attraction assez emblématique du parc. Et on avait envie que tu nous montres un peu ce que toi et les autres équipes, bien sûr, de la maintenance, faites sur les trains actuellement pendant cette fermeture. Tu nous montres ça? D'accord. Je vous invite à passer à l'intérieur du garage. Allons-y. Donc, on se trouve à l'intérieur du garage dans lequel on peut stocker 3 trains, tout en sachant qu'on dispose de 3 locomotives, dont une qui se prénomme le Holiday, qu'on a ici devant. À côté, le Cody qui est en partie démonté, le Washington, et une partie de l'Eureka qui se trouve au fond de l'atelier. Nous, notre activité est d'entretenir, de mettre à disposition les trains tous les matins pour les opérationnels. L'opération qui se fait là pour le moment, c'est une décennale. Donc la décennale, justement, le but c'est de mettre la chaudière complètement à nu. On fait appel à une société extérieure qui vient s'assurer que la chaudière en elle-même n'est pas corrodée, qu'elle ne présente pas de défauts et qu'elle résiste bien aux pressions qu'on peut attendre d'une chaudière en fonctionnement. Alors, c'est des chaudières, alors pour partie, elles sont galloises et britanniques, en fait. Donc, ils sont partis de vraies locomotives américaines qui existaient, donc ils les ont réduites. Tu nous montres un peu comment ça fonctionne? Voilà. Donc, pour les faire fonctionner, le but, c'est de produire de la vapeur. Ouais. Comme à l'origine, produire de la vapeur. Donc, pour produire de la vapeur, il nous faut de l'eau et un combustible. Donc, on fait chauffer de l'eau, on crée de la vapeur qu'on vient stocker pour pouvoir faire fonctionner le train. Alors Julien, on voit les séparations entre les wagons en plastique. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le premier conduite, la solution qui avait été entreprise, c'était de créer une forme de protection pour les visiteurs qui répondent à la distanciation qui avait été évoquée par le gouvernement. Est-ce que tu connais la longueur d'un train? Alors, à peu près. C'est à peu près, le train long, c'est 60 mètres de long. Ah, quand même. Ouais, 60 mètres de long. Peut-être la hauteur de la tour de la Terre. Voilà. C'est une attraction familiale. Les parents peuvent venir avec leurs enfants et peuvent aussi embarquer leurs accessoires. Donc l'avantage, c'est à l'amont et en aval de chaque wagon, on dispose d'une plateforme sur lesquelles on peut quand même disposer des poussettes et tout ça. Voilà. Mettez des poussettes ici sur les Voilà, c'est ça. C'est des fauteuils roulants aussi. Voilà, des fauteuils pareil. Donc il y a des wagons qui sont prévus à cet effet. Adaptés. Donc ils sont adaptés. Bien, je vous invite à monter, à prendre place dans un wagon. Allons-y. Alors Julien, tu as un vrai puits de connaissances. Comment tu as fait pour cumuler tout ce savoir au fil des années? Moi, initialement, j'étais sur les rollers. J'ai débuté sur les rollers, plus particulièrement Space. J'ai travaillé aussi sur les DAP. Et à un moment donné, on m'a proposé d'être en shadow avec mon ancien collègue qui était lui en charge du Simtrain. Donc c'est ce que j'ai dû faire pendant quelques années. Quand il était absent, je le remplaçais, donc je participais aussi à l'activité du Simtrain. Et il est venu le moment où on m'a confié l'attraction. J'ai trouvé que c'était très intéressant mécaniquement sur le fonctionnement des véhicules authentiques. Donc je me suis très vite adapté, je me suis documenté, je me suis appuyé sur le savoir et l'expérience des techniciens qui travaillaient déjà là. Et voilà, depuis j'y suis. Il y a un ressenti avec la machine. C'est pas comme une voiture où on met le contact et on démarre. Un train, ça chauffe, ça monte en température. Du coup, tu es devenu un super passionné des... Ah, j'adore les machines à vapeur, Donc ça ne se limite pas qu'à Disney en fait. Ça s'étend même à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des petits trains en France qui m'intéressent, ou même en Europe, où j'apporte la même curiosité en fait, savoir comment ça fonctionne. On m'invite de temps en temps à voir comment ça fonctionne. Je vais voir comment font les autres aussi, avec leurs machines à vapeur. Et quand j'ai un souci, quand j'ai besoin d'une solution, voilà, donc... T'es devenu un vrai passionné de train comme Walt Disney l'était. Ouais. C'est passionnant. Et une aventure qui, j'espère, va encore continuer bien longtemps, puisque même les techniciens qui sont ici, ils sont très attachés à leur machine.
comment est-ce qu'il y a des nouveaux cast members, des plus jeunes qui arrivent à qui transmettent une passion du train? Je réalise des shadows. Il y a beaucoup de techniciens du parc qui me demandent de venir faire un shadow. Je les accueille très volontairement. Ils en sont ravis. N'attendent qu'une chose, c'est qu'une place se libère pour pouvoir faire preuve de candidature. J'imagine qu'il y a de l'attente. Oui, il y a de l'attente. Je vous conduis jusqu'au premier passage à niveau qui est juste derrière. Donc c'est le passage à niveau de Frontierland. Pour vous montrer un peu l'endroit où ont été réalisés très récemment des travaux et pour lesquels on était obligé pour validation sortir la loco pour faire le tour à plusieurs reprises pour s'assurer que l'équipement fonctionnait confortablement. Des tronçons ont été réaménagés, remplacés de ce côté-ci de la gare et même en amont. C'est la partie qu'on voit un peu plus haut qui va vers Chaparral. Et pour ce faire, il a fallu procéder à un roulage avec un équipement, le train qu'on a vu ce matin dans l'atelier, pour pouvoir valider cette opération. Donc ici, c'est le château d'eau. C'est le château d'eau. Oui. Comment vous procédez au ravitaillement des trains? Alors, le ravitaillement se fait ici. Donc, à chaque tour de circuit, en fonction de l'utilisation qui a été faite, les cast members vérifient le niveau de leur tendeur, c'est-à-dire le tendeur, la cuve qui se trouve à l'arrière du train, à l'arrière de la locomotive, et nécessairement se positionnent ici pour se réavitailler en eau. Donc, ils ont ici un bec verseur qui vient, une goulotte qui vient se mettre sur le tendeur et par le biais duquel ils viennent déverser une quantité d'eau en un temps record. C'est une fois tous les tours? Une fois tous les tours. Écoute Julien, encore merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. On est allé dans un endroit qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et on ressent toute la passion que tu as pour ton travail. Tout le plaisir a été pour moi. All of us are inspired by what happened to us when we were 12. I call it that. It could be 11 or 12 or 13, whatever, but the things that really blew your mind at that age, you were old enough to be smart and not too old to be affected by hormones and all the things that kick in, so you're just like impressionable. And those things that happened to you that time stick with you ever. And so two things happened to me. The movie, Sleeping Beauty and that dragon fight at the end, which is just unbelievable. And at the same time, there was another film, The Seventh Voyage of Sinbad, and that was not a Disney film, but it had the most amazing fight between a dragon and a cyclops at the end of that. And Ray Harryhouse, the great animator, did that. And so both of those images happened to me at that same time, and I was obsessed with it. So when I did my portfolio, before I worked at Disney, I was in college, I had the end of a major ride ending with a dragon guarding a treasure at the thing. And they hired me to build models and stuff based on those portfolio pieces. And I often show that picture because it was done while I was in college, and probably like 20 years before we did this. And but it staged almost the same way. And it was a cross between those two dragons. It wasn't exactly Maleficent, because that's a cartoon drawing, and we wanted this to be kind of a real dragon. But one of the things I put in there that's from Sinbad is he's got a collar and he's broken the chain. And that's a key part in the movie, The Seventh Voyage of Sinbad. And I got to see Ray Harryhausen when he was doing a publicity signing thing for a book. And I said, if you ever get back over to Paris, be sure and see the dragon into the castle, because I put that collar on it and the broken thing because of your scene in the movie that inspired me so much when I was a kid. This area has changed a lot, as you know. We thought this would really be fun for the guests to do a real hoop and holler cookout with bluegrass music and everything. And I think that's pretty much as it was designed originally. What Walt was so concerned about in Tomorrowland and everywhere was having movement. So the Dumbo rides and people climbing tree houses and Big Thunder Mountain and all that, that makes the area exciting. When the Molly Brown comes in and the whistle is blowing, the area becomes more exciting. Even if you don't ride it, just seeing it come in, it's exciting to the guests to see that. And so that's kind of the importance for that. I know now it's become a children's area, so it's sort of, remember I told you we took out Tom Sawyer Island, so now you have kind of a smaller version of that with Pocahontas over here.
we had a challenge the very first year the park opened. It was so crowded that we were given money right away to build more attractions. And they said, don't build big attractions, just build a lot of smaller attractions that can entertain the guests. So, for instance, in Discoveryland, we did the Nautilus, we did Storybook Land and Casey Jr. We did the train station in Discoveryland, we did the Passage of Aladdin, we did the Chaparral stage, and so and of course the Temple of Peril, yes, which Temple of Peril and I think Storybook Land and Casey all became major attractions, even though they were small, but they have been regarded by the guests as very important attractions. So even though our challenge was to make smaller things, I think, and the castle walkthrough, I forgot, I was trying to remind myself. But all of those were done very quickly, and they gave a lot of other places for people to walk through and see and spread the crowd around, and so they weren't all waiting on 5 major attractions. Et je voulais vraiment qu'on s'arrête ici sur Main Street parce que c'est un lieu iconique. On se souvient de la photo avec Sabine Marcon et tous les cast members de grandes ouvertures sur Main Street. Comment c'était cette journée pour vous? Comment vous l'avez vécu? C'était très excitant, mais c'était beaucoup de travail aussi. Donc il y avait un mélange de on ouvre un parc d'attractions en France, un souvenir extraordinaire. Et moi j'ai un petit peu honte de le dire, mais comme je ne veux pas mentir, je dis la vérité, je dormais. J'ai travaillé, ouais, non, ben oui, on a travaillé, moi j'ai travaillé les 9 derniers mois avant l'ouverture, j'ai travaillé de nuit. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai dû dormir 12 heures d'affilée. J'étais crevé, voilà. On était quand même coachés par les Américains qui sont venus nous aider au départ, mais c'était beaucoup de travail. Donc on était très concentrés sur le travail. On avait déjà l'expérience de comment marchaient certaines attractions aux États-Unis, n'est-ce pas? Mais quand moi, en tous les cas personnellement, quand j'ai vu les premiers guests sortir et entendre leurs appréciations de ce qu'on avait fait, ou des fois leurs critiques de ce que l'on avait fait, c'était phénoménal, parce que là on avait les commentaires en direct, c'était pas la presse qui nous le donnait. C'était pas nous qui avions participé, c'est les guests qui nous disaient ce qu'ils pensaient de notre travail. Et justement, Wad, il faisait la même chose à l'époque, en 55, il se mettait à côté des gens pour écouter un peu ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas, ce qu'il fallait changer. Donc on fait toujours la même chose. J'adore le faire, moi. Franchement, moi je préfère nettement faire la file d'attente. D'abord parce que c'est une zone dans laquelle nos guests restent assez longtemps. Donc des fois on a une attraction où les guests peuvent faire 45 minutes d'attente pour faire 1 minute 45 de ride. Donc finalement la grande partie de l'expérience va être d'attendre. Donc qu'est-ce qu'ils se disent? On entend effectivement les remarques par rapport à un passage tel endroit avec une poussette, ou j'ai eu du mal à trouver ça, ou j'aimerais bien qu'il y ait ça. Ça c'est fascinant. Et on se met dans leurs chaussures. Et ça fait partie des 10 commandements que l'on a. On doit se mettre à la place des guests pour essayer de comprendre. Consumer Insight, ce n'est pas que l'équipe des enquêteurs, parce qu'on fait aussi des interrogations de visiteurs, mais qui sont pas encore sur site. Et effectivement, le rôle des enquêteurs est de parler aux guests toute la journée. C'est un accueil mutuel, ils accueillent le guest à l'entrée du parc, et le guest est obligé d'accueillir l'enquêteur pour pouvoir justement lui confier ce qu'il pense, s'il est content, pas content, parce qu'on prend le positif et le négatif, évidemment. Comme disait Yves, le négatif est intéressant et important pour pouvoir évoluer. Je crois que ça tient vraiment à cœur toute la direction de savoir ce que nos guests pensent. À Imagineering, on raconte des histoires, n'est-ce pas? Et le meilleur compliment qu'on puisse avoir, c'est quand notre histoire fonctionne. Donc moi, je me souviens parfaitement avoir fait Star Tour avec mon fils qui, à l'époque, avait 6 ans. Et donc, on monte dans le véhicule, on s'assied côte à côte. Et bon, on part pour cette aventure fantastique. C'était le Star Tour de l'origine. Hein. Rémi, qui était petit, qui avait 6 ans, à la fin, quand le Starfighter 2000 a atterri, il m'a regardé, il m'a fait « Waouh, papa, c'est la première fois que j'étais dans l'espace !» Il y croyait tellement fort, c'était incroyable. C'est quasiment impossible de résumer 30 ans de travail à Disneyland Paris. En revanche, j'ai un souvenir assez doux parce que on faisait, pour les soirées cast members, chaque division faisait une parade ou un spectacle. Et une année, j'étais encore dans la division food. Et on a défilé sur Main Street et moi, mon rôle, j'étais habillée en papillote. Voilà, c'est pas courant. Et ma fille est venue avec la nourrice, donc elle était dans les bras de la nourrice. Elle avait 2 ans, elle a reconnu sa maman qui défilait en papillote. Donc pendant un petit moment, elle s'est quand même demandé ce que je faisais à Disneyland Paris. La nourrice aussi, d'ailleurs.
Donc ça, c'est assez magique. Nos enfants nous voient évoluer dans une entreprise où on s'amuse quand même beaucoup, même si on fait vivre des rêves à des visiteurs. On s'amuse aussi beaucoup. Yeah. Well, you know, the ambassador program was started by Walt Disney back at Disneyland, and he realized they were just starting to think about building Florida. And up until that time, Walt Disney was on television. Walt Disney did all the interviews like this. It was always Walt Disney. And I think he began to realize we're going to get bigger, and we have to have a way of having someone be the voice and the image for our parks. And so the ambassador program was started so that Walt Disney could spend his time making movies and doing all of that, and there would be somebody who was the spokesperson for the parks. And so the first ambassadors, they worked directly with Walt Disney. There's several movies that were done for television where you can see Walt showing the ambassadors the new rides like Pirates and the Haunted Mansion. But then Walt Disney passed away, and the ambassador program is spread to each of our parks that go out and represent each of the parks around the world. But it's more than that. I think it's, you know, representative of the whole idea of being cast members. And at Disneyland, we have all these lands which are made to make the guests believe that there are people that live in these worlds, because otherwise they're just sets. So when I say to people, I do a program called Who Lives at Disneyland, and we create all the types of people, and a lot of these images you see in films, the cowboys, the Indians, the Native Americans, all of the characters, the saloon characters, and the bad guys and the good guys, and that's the kind of flavor that lives, say, in Frontierland. And each of the lands has a cast of people. And I would love to find a way that we can make sure when you put on your costume each day and you go out into the park, you know what your role is. You know the role you're playing, and it's part of a story. And so when people see the backdrop and they see they're in Adventureland in a jungle on a tropical island with treasure, then your role needs to be one of somebody that would be there on that island and helping to tell that story and putting a focus on it. So while we have the ambassador up at the top of all this, we have many, many cast members throughout the whole land that are telling stories about, if you're working in the Auberge de Cendrillon, you're telling the story of Cinderella as you walk through there. You're someone that would have lived in that time and in that part of a fairy tale. If you're in Discoveryland, you're part of the group that's creating dreams for tomorrow, the future. So the costumes change, the way you act changes. And so you might have a job today in Discoveryland, and then tomorrow you're over in Frontierland. And it's not that you're the same human being, you are, but you're a different actor in those roles. You're talking about technology and the future and being a part of a brave new world. Over there, you're howdy partners, we're back in the past. So, you know, it's really important that the cast understand that. You know, if we didn't use the term cast, we'd use the word employee. And if we didn't use the word costume, we'd use the word uniform. So if you're an employee in a uniform, that's where everyone else works. But here at Disneyland, you're part of the cast. You're telling a story, and you wear a costume that helps tell that story. And so the more we can get our cast members to understand the role they're playing and can, you know, give that to the guests that they interact with, the better time our guests will have, and the more they like coming back here again and again. It's very important that they come back, and they want to come back. Hello everyone, and welcome back to Disneyland Paris. It has been 8 months, but look at this behind me. Everyone is back, and we are waiting for you. So see you very soon.